Un, deux, ça fonctionne? Est-ce qu'on m'entend? Ah, ça fonctionne. Annie, on a un défi. On est juste avant la pause. Il faut faire quelque chose de drabe, intéressant. Accrochez-vous, on va essayer d'y arriver. Juste pour vous dire, je suis quand même jeune dans la carrière. Je commence, je suis un peu nerveux. Mais au début de ma carrière, on me disait, il faut compliquer, Yvan, faire du développement. 6-7 mois, le premier permis est émis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Là, quelques années, ça allait bien. Toute la construction, ça allait bien. On levait des maisons, ça allait très bien. Il y en a d'autres, des urbanistes qui m'ont déjà dit, mais là, je ne suis pas sûr, là, je vais prendre une chance. Là, ils m'ont déjà dit, moi, je rends ça compliqué parce que je garde ma job. Moi, j'ai dit plus tôt, j'ai dit, fais attention, on va se faire perdre la job. Néanmoins, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, ce qu'on veut vous présenter, c'est comment rendre quelque chose plus efficient et efficace dans nos prises de décision en collégialité avec les acteurs. C'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie de vous présenter. D'entrée de jeu, le guide promoteur, c'est un outil qui se veut concret. Parce que souvent, c'est du bouche à oreille. On rencontre le fonctionnaire, on part, on revient. On rencontre les élus. On veut faire quelque chose de concret. On veut faire rayonner ce qu'on a mis en stratégie en amont. C'est ce qu'on veut faire. On veut analyser et planifier intelligemment. M. Goulet l'a mentionné ce matin. Il nous reste peu d'espace. On peut-tu le faire de façon intelligemment? On veut produire et livrer des produits innovants. On peut-tu sortir de notre modèle qu'on fait depuis les 20 dernières années, autant en infrastructure, en espace public qu'en construction? La prochaine diapo, je ne sais pas si je la vois. Ah, c'est moi qui ai le piton. Excusez. Je ne suis pas dans un stade. D'habitude, ça va bien dans un stade, mais pas ici. Annie, j'ai perdu le contrôle. Ouais. Comment ça marche? Il ne veut pas reculer. Ah, et voilà. Ah, pourquoi un guide? Je suis à la bonne place? Oui, OK. Pourquoi un guide? C'est ceux qui travaillent avec moi, ils sont habitués. Je vais juste vous le dire. Pourquoi un guide? C'est pas compliqué. On veut tout simplement simplifier ce qu'on a sur la table pour l'ensemble des gens. On veut encourager, puis on veut faire de l'adaptabilité des projets. On veut aller de l'avant, puis on veut faire bénéficier tout ça pour les promoteurs. Là, je vais-tu y réussir? OK. Bravo, j'y ai arrivé. Vous savez, dans le domaine de l'urbanisme, il n'y a pas juste un outil de planification, il y en a plusieurs. Ça part du schéma d'aménagement, plan d'urbanisme. On parle de plan PPU, il n'y en a pas juste un. Il y en a plusieurs. Et on parle de plan directeur des parcs, des politiques, etc. Et ça, on parle juste de l'urbanisme. Comment rendre ça simple quand un promoteur vient nous voir, puis nous, on essaie d'y expliquer tous ces outils de planification. Là, c'est réellement pas facile. Et également, on en rajoute. Tout le volet environnemental également a des enjeux importants. On parle de politique de l'arbre, conservation, plan de l'environnement. Fait que je peux comprendre que pour les acteurs qui arrivent avec un projet, c'est super complexe de tout faire une synthèse de ça puis de présenter un projet. Puis les décideurs, c'est aussi compliqué parce que les élus peuvent changer avec les années et il faut réapproprier tous ces outils-là. La prise de décision également va avec. Alors, nous, ce qu'on a décidé de faire dans le guide du promoteur, je vais y arriver, on s'est concentré, puis c'est un document qui se veut évolutif, on a concentré les axes sur les différents thèmes qu'on a. C'est la politique d'habitation, le plan particulier du centre-ville qu'on a mentionné ce matin, le plan de densification, la politique de l'arbre, le plan de conservation des milieux naturels qui va être déposé éventuellement, le plan de mobilité active, puis le plan directeur des parcs. Le guide qu'on vous dépose touche ces acteurs-là. Et voilà. L'utilité du guide. On le sait, il y a tellement d'acteurs dans la prise de décision municipale. Tu as le comité consultatif d'urbanisme, tu as des comités administratifs et politiques, tu as les fonctionnaires que tu rencontres qui n'ont pas tout à fait le même discours ou la même vision, et tu as les élus également dans leur prise de décision, puis tu as les promoteurs qui ont une vision de développement. Comment faire pour être ensemble, qu'on puisse avoir une stratégie qui va uniformiser
c'est quoi la vision qu'on a entre ceux qui prennent la décision, ceux qui préparent, ceux qui analysent, puis ceux qui prennent la décision. C'est ça qu'on veut faire avec le guide. Ce que ça va donner comme facilité, c'est qu'on va tous être à la même page pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Pour les promoteurs. Pour les promoteurs, c'est un outil de réflexion. Il faut le prendre comme ça. Il ne faut pas dire « j'ai coché toutes les cases, mon projet va être accepté ». Non, c'est un outil de réflexion qui exprime la vision politique de qu'est-ce qu'on veut faire pour ce qui reste à développer. Ce qu'on pense, est-ce qu'on va y réussir? Je ne le sais pas. Une chose qu'on pense, c'est qu'est-ce que je vais avoir des gains de temps et en efficacité avec ça? On pense. Ça va être prévisible et sécuritaire. Tantôt, on parlait d'aller-venue entre les promoteurs et la prise de décision. Comment les promoteurs dépensent d'argent à faire préparer des plans, puis j'aime pas la couleur, puis il faut que je recommence, puis mets-moi un parc là. On peut-tu, tout le monde, être gagnant? Ce que je dis à la blague, j'ai d'autres choses à faire que de recommencer 4 fois. Puis ça coûte de l'argent. Un accès centralisé aux politiques. Ce document qu'on vous présente aujourd'hui, il va être évolutif. Au fur et à mesure qu'on va sortir une nouvelle politique, on va pouvoir l'intégrer dedans. Parce qu'on veut qu'il soit le plus rassembleur possible dans la prise de décision. Et on veut qu'il soit flexible et qu'il soit adaptable. Dans le sens, ce n'est pas un outil qui est gelé. On veut qu'il soit évolutif au fur et à mesure des orientations que le Conseil prend dans la prise de décision. Sur ce, je passe la parole à Mme Tétrault. Je te laisse le bouton de la misère avec. Parfait. Je m'en occupe. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, le guide promoteur, concrètement, c'est quoi? Donc, le guide promoteur, vous allez voir, se décline en 2 parties. Donc, la première partie découle des documents de planification qui vient bien ancrer la vision du conseil municipal dans l'aménagement du territoire. La deuxième section vient établir les intentions du conseil municipal à travers 5 grands aspects que Mme Bourdon a abordés un peu plus tôt ce matin. Donc, ces 5 aspects-là sortent de où? Sortent des consultations publiques de consultation. C'est des préoccupations qui ont été exprimées dans le cadre des consultations publiques qu'on a eues dans l'élaboration du plan de densification. Donc, au niveau de ces 5 grands thèmes-là, on retrouve bien évidemment, on en a parlé depuis ce matin, les milieux de vie, on a la mobilité, l'environnement bâti, l'environnement naturel et services municipaux et infrastructures. Donc, pour les 5 grands thèmes, des listes de critères ont été élaborées, donc qui se déclinent sur 2 niveaux. Donc, le premier critère, le premier niveau de critères, c'est plus au niveau général, les intentions générales de la Ville, donc qui établit aux promoteurs les orientations que la Ville désire emmener en aménagement du territoire. Et le deuxième niveau, c'est des critères beaucoup plus spécifiques dédiés principalement aux projets des promoteurs. Et voilà. Donc, si on prend, par exemple, la catégorie milieu de vie. Donc, le milieu de vie a été décliné en 3 grandes composantes pour pouvoir bien expliquer aux promoteurs, ça veut dire quoi pour la Ville de Granby, les milieux de vie. Donc, les grandes composantes, vous les voyez ici, densité et mixité des usages, proximité des services et la réponse aux besoins de la collectivité. Donc, pour chacun des 5 grands thèmes, donc c'est très bien expliqué dans le guide promoteur, ce qui fait en sorte que quand le promoteur est rendu aux grilles d'évaluation, il est capable de bien saisir à savoir si son projet rencontre les intentions et les critères du conseil municipal. Et puis, vous avez en plus, on a intégré une icône, vous voyez là à côté des petits carreaux, ce qui réfère à un plan ou à une politique dans laquelle le critère est plus amplement décrit. Donc, si le promoteur désire avoir plus d'informations ou de détails, donc il peut aller consulter là, le plan ou la politique qui est référé. Donc, vous voyez ici des exemples de critères. Dans la première diapo, parlait des critères d'orientation un peu plus générales. Ici, on a des critères plus spécifiques aussi au projet. Donc, tout ça encore pour les 5 grands thèmes. En annexe du guide promoteur, on a aussi une liste de critères beaucoup plus détaillée qui est plus complet et qui sert à évaluer le potentiel de développement autant à l'échelle du secteur qu'autant à l'échelle du terrain.
Puis aussi, en plus, dans le plan de densification, on est venu intégrer aussi une liste de critères d'évaluation typiquement pour les projets. Donc, le promoteur peut remplir via le guide promoteur déjà les deux aspects, donc du secteur et du terrain. Mais s'il veut pousser l'exercice plus loin du projet, un coup qui est rendu plus loin, donc il peut se référer à la grille de projet qui est dans le plan de densification. Tout ça encore pour les 5 grands thèmes. Là, c'est sûr, comme Yvan disait tantôt, bien, c'est pas juste une checklist qu'on check, puis que, bon, bien, si on rentre tout dans les cases, bien, le projet est accepté, puis tout est beau. M. Thibault l'a dit ce matin. Donc, après avoir fait un premier exercice, donc, vous êtes obligés de venir nous voir. C'est plate comme ça, mais vous venez nous voir. Puis nous, bien, on vous aide ensemble à niveler vers le haut, à tirer vers le haut votre projet pour s'assurer qu'il cadre dans les orientations et la vision de la ville. Donc, on a poussé l'exercice plus loin parce qu'on voulait aller chercher des résultats chiffrables. Donc, pour ça, il fallait donner des valeurs à chacun des grands thèmes. Donc, vous voyez ici le pourcentage qui est accordé à chacun des grands thèmes. Donc, c'est le poids que chacun des grands thèmes a dans le calcul pour chacun des thèmes. Et ça, ce pointage-là est sorti encore là, via les assemblées publiques de consultation et les différentes actions de consultation citoyenne là, dans l'élaboration, là, soit du PPU Centre-Ville, de la politique d'habitation et du plan de densification. La réalisation de ces grilles nous ont permis dans le cadre du plan de densification, d'établir le potentiel de développement et de redéveloppement pour les 22 secteurs qui ont été identifiés au plan de densification. Donc, on a découpé la ville en 22 secteurs et ce que ça nous a permis, c'est d'établir c'est quoi la densité actuelle, c'est quoi la densité souhaitée, c'est quoi le type de densification aussi qu'on voit pour le secteur. Et pour chacun des 22 secteurs, vous avez des fiches individuelles comme ça qui donnent la panoplie d'informations et qui va même vous donner les résultats pour chacun des grands thèmes en comparaison avec les résultats en moyenne à l'intérieur du territoire. Et puis, je me permets de m'égarer un peu. Donc, ce matin, on avait parlé, Mme Bourdon a parlé du plan de densification et puis on a parlé de densité aussi autour des différentes présentations. On est venu adapter une échelle de densification typiquement à Granby. M. Iaccarini l'a dit ce matin, bien, Granby, c'est pas Montréal. Donc, on a débordé de la littérature qu'on voit habituellement, puis on est venu faire une échelle propre à Granby. Et en plus, on est venu identifier 4 grands types de densification. Donc, densification douce, modérée, intégrante et marquante, qui est vraiment très bien illustrée aussi dans le plan de densification, qui permet aussi aux promoteurs de voir vers quoi la ville souhaite dans son développement. Donc, le guide promoteur, c'est une action parmi les actions qu'on retrouve dans tous les plans et les politiques qu'on a élaborés récemment, mais c'était une action particulièrement importante. Pourquoi importante? Bien, parce que ça va nous permettre une meilleure compréhension. Donc, les promoteurs vont avoir une meilleure compréhension des exigences et des orientations de la ville, mais également, ça va encourager une meilleure collaboration. Pas qu'elle était pas bonne, elle était excellente, mais on vise toujours à s'améliorer pour s'assurer que les projets qui sont déposés oui, rencontre les objectifs de la ville, mais avant tout aussi rencontre les attentes de la population parce que Granby le mérite vraiment. Donc, le guide promoteur, c'est le lancement. Donc, il va être disponible à la pause déjà. Donc, vous êtes chanceux, c'est le vendredi fou. 50 de rabais aujourd'hui. Il va être disponible en ligne à partir de lundi, mais on a quelques copies là, pour ceux et celles qui ne peuvent pas attendre à lundi. Donc, il y aura des copies. Ouais. J'ai un mot de la fin, un petit mot de la fin. En terminant, nous souhaitons que le guide permettra une prise de décision favorisant l'équilibre entre la croissance et la protection de l'environnement, la densification, la qualité de vie de la population et un équilibre dans le besoin des ménages aussi, c'est important, et des personnes, quand on parle des familles, des jeunes familles, le nombre des personnes dans le ménage. Et j'aimerais ça remercier, les membres du conseil qui ont collaboré tout le long.
je vous dirais qu'il y a eu une bonne dynamique d'échange pour nous guider dans l'élaboration des documents. Beaucoup d'ateliers, beaucoup de rencontres. La prise de décision a été efficiente et efficace avec les élus. Ça, je tiens à les remercier parce que souvent, il peut y avoir des discordances d'opinion qui font en sorte qu'on arrive dans un cul-de-sac, mais là, ça a été très cohérent et très facilitant. Je tiens à les remercier tout le monde, les membres du Conseil, pour votre efficacité dans la rédaction des documents. Et ceux qui travaillent dans l'ombre aujourd'hui, j'aimerais ça les souligner, l'équipe des communications, avec Marc-Antoine, qui a rédigé tous les documents, qui a fait tout le travail. Je tiens à les remercier énormément. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, bravo. Donc, les vestes bleues, finalement. Là, oui, effectivement. Voilà. Bonjour, bonjour. Et merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci. J'ai une des 25 copies écrites. Je vais la mettre aux enchères, moi. Alors, voilà, donc ça ressemble à ça, effectivement. On va en avoir à la sortie pour ceux qui aimeraient l'avoir en copie papier. Peut-être une question ou deux. Vous aviez mentionné que, bon, on remplit, puis là, on va amener le projet vers le haut en jasant avec vous. Donc, on comprend qu'il y a une place à... amélioration n'est pas le bon mot, mais il y a une place à négociation dans une certaine mesure. Il y a une place pour essayer d'avoir un meilleur projet. Votre réglementation n'est pas coulée dans le béton, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une place à interprétation ou à amélioration. Mais peut-être pas à interprétation dans le niveau du guide promoteur. Dans le fond, le promoteur vient vérifier si son projet est en lien avec les orientations, les grandes orientations qu'il a établies. Et après ça, bien, c'est sûr que là, le promoteur doit venir nous voir pour voir, bon, est-ce qu'il respecte la réglementation, comment on va habiller tout ça avant de venir présenter ça au conseil municipal. Puis je pense que ça peut amener une certaine amélioration. Donc, c'est pas normatif. Donc, c'est pour ça qu'après ça, il va y avoir quand même des améliorations. Mais je ne parle pas d'amélioration, je ne veux pas parler d'amélioration, mais peut-être, comme M. Thibault disait, tirer un peu le projet vers le haut, puis le faire sortir un peu plus de la porte. Je rajouterais qu'il reste toujours l'approbation des personnes habiles à voter, le fameux le syndrome Padamaco, ça demeure, mais au moins si on a une meilleure cohésion, bien, peut-être l'acceptabilité va être plus facile pour la suite. Également, Mme Fournier parlait du bonus zoning et ces choses-là. Donc, donnez-nous un petit peu plus, on va vous donner un peu plus d'étages. C'est le genre de négociation qui peut avoir lieu, c'est ce qu'on comprend? Bien, nous, on n'a pas été dans le bonus. On a d'autres stratégies qu'on a mis en place. Le PL 31, entre autres, qui est là. On va bénéficier de ce pouvoir-là, surtout pour l'habitation. Et on a une stratégie de priorisation de dossiers également. On l'a vu dans un des tableaux tantôt, qu'on priorise des secteurs par rapport à d'autres. Pourquoi? C'est la capacité de productivité de l'équipe est limitée. On y prend tous les clients. Contrairement, si j'appelle un contracteur demain matin, je lui demande de venir faire ma salle de bain, il va peut-être me dire c'est dans 6 mois. Sauf que nous, il faut essayer de le faire et on essaie de structurer les priorités des projets. Et c'est là que je parle d'efficience au niveau de la prise de décision, c'est qu'on a des comités qui sont efficaces, qui font en sorte qu'on peut quand même aller rapidement, aller chercher des opinions préliminaires. Par la suite, il y a le comité consultatif qui va donner son opinion également en recommandation au conseil pour tout le volet zonage, comme il se fait habituellement dans l'ensemble des villes au Québec. Mais nous, on a des comités stratégiques qui sont en place, qui sont avec les élus concernés et l'administration, qui est très, très efficace dans la pré-analyse, si vous voulez, des projets. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient, je ne sais pas, on a le temps pour une ou deux questions, si jamais il y en a qui voulaient approfondir. Voilà, on a un micro juste derrière vous, monsieur. Moi, je voulais savoir, on parle de plein d'exemples qui viennent de l'Europe puis tous les projets qui s'en viennent, mais comment vous êtes assuré que ça fonctionne pour le côté économique des entrepreneurs et des développeurs? Comment ça a été abordé pour s'assurer que, parce que Adnan l'a mentionné un peu plus tôt, il y a des choses qui coûtent beaucoup plus cher en Europe, beaucoup moins cher en Europe, donc beaucoup plus cher ici. Comment vous êtes assuré que ce beau projet puisse avoir lieu à Granby avec les promoteurs et notre économie d'ici? Je vous dirais qu'on a un projet qui a été innovant dernièrement. Ce qu'on dit aux promoteurs comme première démarche vient nous faire rêver. C'est ça la première démarche.
Parce qu'on pourrait faire on peut répliquer le même type de bâtiment partout sur le territoire. On sait la rentabilité. Le premier, tu ne le sais pas, mais quand tu en fais 10, tu en fais, tu sais la rentabilité. Mais y a-t-il moyen de faire de la variance? Y a-t-il moyen de faire varier également la typologie, le cadre bâti, l'implantation de tes bâtiments? Es-tu capable de créer des milieux de vie? Est-ce que ça va coûter plus cher? Il faut juste innover. Et un projet dernièrement, il a innové, puis on a fait quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de secteurs à Granby. Tantôt, à matin, on parlait de proximité d'épicerie à pied, de dépanneurs. On a des déserts alimentaires actuellement. Les gens, il faut qu'ils prennent l'auto, absolument. C'est le tout à l'auto. La Granby s'est développée avec le tout à l'auto. 3, 4 cases de stationnement dans le cours résidentiel, bungalow unifamilial. On est-tu encore là aujourd'hui? Est-ce qu'on peut réfléchir différemment? Est-ce qu'on peut réduire nos espaces de stationnement dans les milieux plus centraux où je peux avoir des déplacements actifs à 10 minutes d'une épicerie, à 5 minutes? 10 minutes, c'est 1 kilomètre. Est-ce que je peux avoir des corridors de fraîcheur? Les îlots de chaleur, c'est des impacts, plus de stationnement. C'est tout ça qu'on essaie d'intégrer dans nos documents. Le changement climatique, on en a parlé ce matin énormément. C'est à nos portes. La Ville a fait des actions concrètes en faisant des aires de plantation dans des rues. Ça naît des stratégies. Mais comme promoteur, vous êtes capable d'aller chercher vos besoins. Puis si un logement crée un milieu de vie, ton gain va être là pareil. Il faut le regarder également. Regardez si vous vendez un espace ou un logement locatif ou un condo à proximité d'une tourbière, bien, c'est un espace qui est naturel, qui ne sera jamais développé. Il y a un gain, puis ça se répartit sur l'ensemble du site. Je serais curieux de savoir, vous avez dit, évidemment, votre département est limité, puis bon, il faut quand même qu'on réponde à toutes les demandes. Il y en a combien présentement dans le pipeline des projets? Je te dis, en logement abordable, on approche le 800-900 dans la machine. On n'est pas capable de tout financer ça, je vous le dis tout de suite, à moins que... Et dans le nombre d'unités, on en a beaucoup, pas loin de 10 000 dans ma chaîne actuellement. 10 000 portes. 10 000 portes. Est-ce que c'est tous des projets qui vont se réaliser? C'est une autre histoire. Il y a beaucoup de promoteurs qui déposent des projets, on travaille dessus 2-3 mois, change de zonage, le promoteur disparaît. Ça ne me tente plus. Moi, là, j'ai d'autres choses à faire que de faire des projets pour le fun. Pour qu'ils ne lèvent pas. Parce que dans ce temps-là, je suis obligé de retarder ceux qui sont intéressés. Fait que c'est ça qui est important. Puis les projets de requalification, on ne se le cachera pas, c'est les projets les plus difficiles. Mais il faut requalifier. Il y a beaucoup de terrains à Granby qui sont sous-utilisés. Et on peut faire des projets intégrés à Granby qui peuvent faire quelque chose d'intéressant. On en a qui rentrent régulièrement. Dans l'espace arrière, on va construire un immeuble qui va faire que c'est un projet intégré, qui est tout à fait adéquat. C'est ça, innover. Je ne suis pas en démolition-reconstruction. Je suis juste en ajout. On parle de logements accessoires, mais ça peut être des immeubles complets, ça peut être un 2 logis qui est en cour arrière, qui est tout à fait adéquat. Il faut juste innover. Il faut juste sortir de notre zone de je construis 4 murs, 2 étages, j'ai le même plywood que je mets partout, j'ai le même contreplaqué, les revêtements extérieurs, c'est toujours le même. On peut-tu changer? Puis ça va être plus agréable. On parle d'espace vert, mais on parle aussi du cadre bâti. Voilà, bien, le message est lancé, en tout cas. Merci beaucoup. Les outils sont en place, alors on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci beaucoup.